Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Impôt Ciné Critique au réveil, ça y est, je termine ma rétrospective de la saga Pirates des Caraïbes, toujours en vue de ce live sur la chaîne de Nico Ciné ce samedi à 17h. Il est donc temps pour moi d'évoquer le 5e opus sorti en 2017, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, ou en VO Dead Men Tell No Tales, réalisé par le duo norvégien Joachim Rønning et Espen Sandberg, qui remplace Ron Marshall, qui avait remplacé Gore Verbinski, et scénarisé, c'est important de le préciser, par un certain Jeff Nathanson, qui avait commis auparavant le 4e Indiana Jones, Speed 2 ou Men in Black 3, mais aussi, arrête-moi si tu peux, et le Terminal de Spielberg, quand même. Au casting, nous retrouvons évidemment Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, pas au top de sa forme, mais nous y reviendrons. Geoffrey Rush est là également pour interpréter Barbossa, Kevin McNally aussi pour le personnage de Gibbs, et des retours spoilés lors des trailers, fallait bien vendre le film, de Orlando Bloom et Keira Knightley, pour des rôles que je ne vais pas forcément préciser ici, sans spoiler. De nouveaux acteurs rejoignent la franchise avec Javier Bardem qui joue le méchant Salazar, deux jeunes pousses, Brenton Thwaites et Kaya Scodelario. Il y a aussi Golshifteh Farahani, actrice iranio-française, ça se dit comme ça, bon je ne sais pas, qui joue une sorcière. Et tiens, Paul McCartney qui joue le tonton de Jack Sparrow après l'apparition de Keith Richards dans le rôle du père. Les Beatles et Rolling Stones dans la famille de Jack Sparrow, c'est sympa. Bref, l'histoire se déroule logiquement, vous allez me dire, après donc La Fontaine de Jouvence, 4e opus, mais n'évoquera on va dire, ce stand-alone que à partir d'un petit truc dans une bouteille, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, voilà, ce qui confirme bien que le 4e volet était vraiment à part, et clairement le moins réussi des 5. Du moins, le pensais-je avant de revoir ce film. Peut-être que j'ai changé d'avis, vous allez voir, parce que à la base, j'aimais bien ce film. Donc bref, que se passe-t-il? Grosso modo, on découvre que le fils de Will Turner, prénommé Henry, âgé d'une vingtaine d'années, va donc rechercher Jack Sparrow pour l'aider à briser la malédiction du Hollandais volant, afin donc de récupérer la fourche, voilà, on va dire ça comme ça, du Poséidon, le dieu des mers, c'est plus Calypso là, c'est Poséidon, peu importe donc les 3 premiers volets, là aussi on va y revenir, parce que peu importe, oui et non, et donc Henry est à la recherche du pirate fort reconnu, qui va pas très fort quand même, en plein déclin, la chance l'abandonne. Tout ceci introduit d'ailleurs au niveau du film par les aventures du jeune Henry Turner, pas âgé de 20 ans mais de 12 ans. Superbe scène d'introduction, une nouvelle fois d'ailleurs, comme quoi les 5 films là-dessus réussissent leur entrée. Donc on voit le jeune Henry qui retrouve son père, d'où la présence d'Orlando Bloom, et celui-ci dit non, on va suivre ta vie, moi c'est mon destin d'être avec le Hollandais de volant, etc. Mais non, Henry il veut se battre contre vents et marées, et récupérer son papa dans le monde des vivants. Donc, retrouvera-t-il Jack Sparrow? Mystère? Bien sûr que oui, il n'y a pas de là-dessus forcément, sinon il n'y a pas de film. Et bien sûr, Jack Sparrow va recroiser la route du capitaine Barbossa, devenu une sorte de commodore des pirates, enfin, c'est un peu compliqué, mais il a plein de bateaux, il n'est plus tout à fait pirate, mais il est encore pirate, enfin c'est le chef, quoi, grosso modo, voilà. Et donc ils vont se réunir ou pas, entre trahison et amitié. Rajoutez à cela une jeune fille prénommée Karina, qui elle est à la recherche de son père. Ah oui, c'est la thématique principale du film, le père, la paternité, enfin la relation des enfants avec leur père, et on va même rajouter quelque chose à ce niveau-là dans le film qui n'était pas forcément très utile, mais qui quand même donne à ce métrage une belle touche émotionnelle sur le final. Et donc, voilà, à la recherche du trident, j'allais dire de la fourchette ou de la fourche, on va l'appeler normalement, le trident de Poséidon, on va tomber sur le méchant Salazar, qui est un ancien corsaire espagnol, qui a été maudit, voilà, et en mort-vivant, on a encore des zombies, dans chaque film on a soit des zombies, des squelettes, des créatures, voilà, plus ou moins mortes-vivantes. Et ici, Salazar veut se venger de Jack Sparrow, parce que c'est Jack Sparrow qui l'a mis dans cet état. Ce qui nous permettra d'ailleurs dans le film d'avoir les origin story de notre héros. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Bref, synopsis un peu bazar, je l'avoue, pour un film qui ne l'est pas moins, mais qui reste fun. C'est un peu le paradoxe de ce métrage, c'est qu'il a plein de soucis, il est bourré de défauts, mais sur le plan de divertissement, voilà, j'ai pris toujours ce petit plaisir à le voir. C'est la deuxième fois que je le vois.
certes, il baisse un peu dans mon estime, mais je le trouve toujours au-dessus du 4, qui posait certains soucis, même si au final, en tant que standalone, bah, on peut pas non plus dire qu'il gâche la saga ou pas, il est juste à part, il n'est pas très intéressant en fait. Ce 5e volet pose un petit souci tout en tentant de reconnecter avec la trilogie initiale. Le faisant plutôt bien dans l'ambiance globale, on se retrouve quand même plus ou moins dans les Caraïbes tout le temps, voilà. Bon, avec un côté épique naval qu'on n'avait pas trop dans le 4. Mais le souci, c'est qu'en voulant remettre donc ce film dans l'univers, et en voulant à tout prix parfois faire du fanservice, il y a des grosses ficelles qui font que parfois ça trahit paradoxalement l'univers de base. Il y a quand même des facilités scénaristiques qui sont en mode ta gueule c'est magique, qui contredisent parfois les 3 premiers films, notamment au niveau du compas et de ses origines. Petit problème. Donc au niveau de Poséidon, qui certes remplace Calypso, mais à la rigueur, on peut toujours imaginer que... Mais c'est surtout cette histoire de trident qui fait que c'est un petit peu l'artefact suprême qui annule totalement l'intérêt des 3 premières quêtes, enfin des quêtes des premiers films, parce que à la rigueur, si c'était intéressé d'emblée au trident, bah, pourquoi pas, mais pourquoi maintenant et pourquoi pas avant, bah, on ne saura jamais, c'est comme ça, avec cette fameuse carte que les hommes ne peuvent pas lire, mais si les hommes ne peuvent pas la lire, c'est une femme qui le pourra. Voilà, donc le personnage de Karina, fort bien interprété en soi d'ailleurs par Kaya Scodelario. Au niveau acting, ça passe hein, pour la plupart. Sauf peut-être un, mais là aussi on va y revenir. Ça fait 2 fois que je dis qu'on va y revenir, mais on va finir par y revenir sur notre héros. Donc ouais, voilà. Sauf que bon, la carte que les hommes ne peuvent pas lire, du coup c'est la femme. On essaie de forcer un féminisme ici qui n'est pas pertinent, parce que c'est forcé, justement. C'était peut-être mieux traité avec le personnage de Penelope Cruz, mais là aussi c'était pas génial, voilà. Le souci, c'est que ce film, en plus donc de tirer des ficelles magiques qui gâchent un peu l'univers des 3 premiers, tout en nous remettant dedans, ben, c'est que il y a une écriture avec des gros sabots. Voilà. Par exemple, donc ce personnage de Karina, qui est astronome, extraordinaire, femme de progrès, femme de science, qui est considérée comme une sorcière, parce que c'est une femme qui s'intéresse à la science. Sauf que là, on est à la fin du XVIIIe siècle, enfin, on est au XVIIIe siècle, hein, si je me trompe pas, je sais pas, oui, c'est ça, puisqu'il y a la guillotine, voilà, qui apparaît avant dans le film, et que c'est quand même un peu has-been, déjà à l'époque, bah, on considérait plus les femmes comme des sorcières si elles s'intéressaient à la science, il y avait même des femmes astronomes, hein, sous le règne de Georges II, qui est quand même le roi de l'époque encore, donc il y a quelque chose, il y a un décalage ici qui fait un peu facilité en mode allez, voilà, et puis la quête du père qui est en trop presque en fait, mais ça c'est pour donner quelque chose d'émotionnel sur la fin, et ça, comme je le disais, ouais, on se laisse prendre au jeu, mais voilà, c'est un peu facile. Bref, film rempli de facilité, qui est en mode blockbuster divertissement, voilà, etc. Donc on accepte ou pas, mais il y a un autre souci, pas la mise en scène en soi, même si c'est pas du Gore Verbinski, il y a des moments fun, voilà, quand Jack Sparrow et ses hommes dérobent une banque, ou qui dérobent carrément la banque, hein, pas le coffre. Allez, on se laisse prendre au jeu là aussi, clairement. La guillotine, scène d'exécution, ok, d'accord, mais il y a un léger souci quand même dans le film, et on comprend peut-être maintenant pourquoi, entre autres, bah, il ne va pas y avoir de suite avec lui, c'est Johnny Depp. Il y a aussi ce scandale en cours avec Amber Heard, là, par rapport à violence sexuelle, enfin violence de couple, hein, pardon, conjugale, etc. Bref, il est blacklisté par Disney, visiblement, Johnny Depp, mais là, sur le tournage, surtout, c'est peut-être aussi ça la vraie raison, c'est qu'il a été plus d'une fois ivre, et presque ça se voit, puisque son personnage est souvent ivre, et t'as l'impression que Johnny Depp l'est vraiment. Alors, waouh, c'est pas vraiment du jeu d'acteur, visiblement, de ce qu'on peut ressentir là. Et le problème, c'est que il s'est maltraité, voilà, y compris sur l'écriture et par l'acteur. Jack Sparrow perd de sa grandeur, même s'il a toujours été un peu borderline là-dessus. Oui, Jack Sparrow le poissard, Jack Sparrow qui perd tout, donc qui se laisse aller. Mais tu as l'impression que Johnny Depp se laisse aller aussi dans une certaine facilité, lui qui sortait de certains rôles avec Tim Burton, qui l'ont peut-être un petit peu perdu aussi là-dedans, en roue libre, tout simplement. Et voilà. Et puis du coup, pas mal de problèmes scénaristiques viennent de son personnage, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est comme ça. C'est la vie, hein. C'est parfois ce qui arrive quand on pousse une saga dans ses derniers retranchements, et finalement, quelque part, qu'il n'y ait pas un 6ème avec lui, bon, c'est triste par rapport à la scène post-générique, quoique non, parce que cette scène post-générique pose d'autres soucis
par rapport à ce que le trident de Poséidon est censé terminer, justement, mais bon, on ne verra jamais ce 6e, ou alors si on le voit, ça sera sans Jack Sparrow, et rien ne leur empêche de faire une suite sans Jack Sparrow, qui sera ailleurs, même si ce serait vraiment plus tout à fait Pirates des Caraïbes. Donc voilà, vous l'avez compris, métrage un peu ambigu dans mon ressenti. J'ai apprécié pas mal de petits trucs, mais c'est forcé. C'est un peu, voilà, scène d'action, et on explique et on réexplique le scénario. Les personnages n'arrêtent pas de s'expliquer les choses, alors que nous, spectateurs, voilà, c'est pas subtil. Il y a des trucs qui sont rajoutés comme ça. Le trident de Poséidon, ça va 5 minutes, mais quand même, bon, ça sort un peu du chapeau. Salazar, Javier Bardem joue pas mal, mais le problème c'est que son personnage manque d'envergure. Les origin story de Jack Sparrow, je vais pas y revenir parce que c'est un peu un spoiler, mais c'est pas loin du syndrome Solo de Star Wars, qui sortira l'année d'après d'ailleurs, me semble-t-il. Bref, vous l'avez compris, c'est un film que je pourrais mal juger, vraiment être sévère dessus, mais finalement non. J'avais mis 7 sur 10 à l'époque, non, là je descends à 6, et c'est pas un gros 6 non plus, mais ça reste meilleur que le 4e pour moi, et moins bon que les 3 premiers. Voilà. Bon, j'étais un petit peu brouillon hein, sur cette vidéo, veuillez me pardonner, mais ce film l'est, donc le ressenti l'est tout autant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, quel est votre préféré des 5, si vous préférez le 5 au 4, etc. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.